Monsieur le Président de la République tunisienne, Monsieur Monsef Marzouki, bonjour. Bonjour. Et puis merci de nous accueillir chez vous. Vous voyez, j'ai failli dire, comme on dit traditionnellement, merci d'être l'invité des Matins de France Culture, mais à vrai dire, il faut dire aux auditeurs que nous enregistrons en fait cet entretien dans votre palais présidentiel à Carthage. Dans la maison des Tunisiens et dans l'ancien bureau de Ben Ali. Alors, c'est ça l'ironie un peu de la chose, c'est que ce bureau de Ben Ali a été transformé en salon d'accueil. En salon d'accueil, oui. D'ailleurs, ce que vous savez peut-être pas, c'est que cette maison a été pendant très longtemps quasiment un bunker. Quand les gens passaient devant, ils avalaient leur salive. À un moment donné, ils avaient même barré la route, tellement ils avaient peur d'être attaqués. Et aujourd'hui, je suis très fier de vous y recevoir, mais vous n'êtes pas le seul. Je dirais pas que c'est porte ouverte à tout le monde, mais c'est quasiment ça. C'est devenu vraiment la maison. Les enfants viennent les dimanches, les intellectuels, les hommes politiques, etc. C'est devenu vraiment la maison des Tunisiens. Voilà. Et puis vous mettez toujours vous un point d'honneur pour dire aux auditeurs qui n'ont pas l'image à de toujours pas porter de cravate comme président de la République et à rester le col ouvert. Absolument. D'ailleurs, chaque fois qu'on me demande, les gens me demandent, là je peux pas faire la réponse, je peux pas faire cette même réponse à vous puisque vous n'avez pas de cravate. Mais quand les gens me demandent mais pourquoi vous portez pas de cravate, j'ai dit mais pourquoi vous portez une cravate. Voilà. Vous allez publier dans quelques jours aux éditions de la Découverte l'invention d'une démocratie par vous, Monsef Marzouki, les leçons de l'expérience tunisienne. Mais enfin, vous savez comment nous sommes, nous, journalistes. Nous avons aussi envie, à l'occasion de la sortie de ce livre, qui fait le point sur votre vie, à la fois antérieure, mais votre vie actuelle de président de la République tunisienne. On a évidemment envie de savoir où en est aujourd'hui la Tunisie. On sait qu'il y a encore en cours des travaux de l'Assemblée constituante pour une nouvelle constitution qui a pris un peu de retard, dont on dit que les résultats devraient être prévus pour le mois de juin, en vue d'organiser les élections présidentielles et législatives pour la dernière partie de l'année 2013. Et puis, vous savez, bien sûr, et ça vous met souvent d'ailleurs en colère, que pour démarrer comme ça, Monsef Marzouki, Monsieur le Président, que au printemps arabe, les commentateurs occidentaux ont souvent maintenant l'habitude de dire qu'on est rentré plutôt dans un hiver arabe. Et voilà que cela vous met, vous, souvent en boule, si je puis le dire comme ça, parce que notamment vous l'écrivez dans votre livre, il faut aujourd'hui révéler au monde, au fond, la complexité d'un monde arabe qui est là, dans un monde moderne, et que de l'autre côté de la mer, et dans les autres pays occidentaux, on ne comprend pas forcément tout le temps. Alors que faut-il comprendre, Monsieur le Président? Mais d'abord, il faut peut-être revenir avant la Révolution. Avant la Révolution, alors que la Révolution, elle était là. Je veux dire, les prémices de la révolution ou des révolutions arabes étaient là. C'est pour ça que j'avais écrit d'ailleurs un livre en 2009 qui s'appelait Dictateurs en sursis. Les occidentaux, la presse, les hommes politiques, le commun des mortels ne voyaient dans cette région que des dictatures ad vitam aeternam. Ensuite, le mythe ou le paradigme voulait que si jamais il y avait des révolutions, ce serait forcément des révolutions islamistes. Et puis ensuite, la démocratie, oui, effectivement, mais comme le disait quelqu'un dont je ne vais pas citer le nom, c'est peut-être pas fait pour les Arabes. Or, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé qu'il y a eu des révolutions. C'est des révolutions qui ont été démocratiques, des révolutions sociales et pas du tout des révolutions islamistes. Deuxièmement, que les Arabes se sont appropriés cette chose qui s'appelle la démocratie, d'où le titre, l'invention, en fait, l'invention d'une démocratie tunisienne, bien entendu. Voilà, j'ai l'impression que cette espèce d'absence de compréhension, elle continue. Je veux dire que, et c'est probablement pour les mêmes raisons. On est prisonnier de son paradigme, on est prisonnier d'une façon de voir, d'une doxa. Et cette doxa, normalement, elle est là pour permettre d'expliquer des choses, pour pouvoir prévoir, pour pouvoir faire des prévisions. Et là, de nouveau, j'ai l'impression que les Français sont malheureusement encore en panne, dans la mesure où ils continuent encore à ne pas vouloir comprendre. Alors, pourquoi est-ce qu'on ne comprend pas? Pourquoi est-ce qu'on parle tout de suite de printemps islamiste, etc. Alors, est-ce que c'est le manque d'empathie? Est-ce que c'est le poids des traditions politiques françaises qui veulent que on a besoin, pour comprendre l'autre, de l'interpréter à travers son propre prisme? En tout cas, il y a de l'incompréhension. Et cette incompréhension, moi, elle me fait mal, parce que je suis profondément attaché à la France. Vous savez que j'y ai vécu quand même le quart de ma vie. Mes enfants y sont nés, ils en portent la nationalité, etc. Vous avez étudié la médecine, vous avez vécu à Strasbourg, oui. Il paraît même que vous parlez d'alsacien. Absolument, absolument. Donc c'est un pays auquel je suis profondément attaché. Et ça me fait de la peine de voir que ce pays, qui normalement devait être celui qui doit nous comprendre le mieux, ne nous comprend pas beaucoup. Il faut répéter, il faut expliquer, il faut rassurer et il faut dire la vérité, la réalité. Parce que malheureusement,
J'ai l'impression parfois que l'oreille française est branchée sur un seul canal et elle répercute ce canal de ce que j'appelle les clones. Vous savez, on a toujours envie d'entendre ce qu'on a envie d'entendre et on va vers ceux qui vous renvoient l'image que vous voulez avoir. Et malheureusement, le spectre donc de la Tunisie, c'est un spectre beaucoup plus complexe. Et moi, je vous dis, n'allez plus voir les clones, allez voir tout le monde. Et là, vous allez comprendre la complexité de ce pays. Il faut avoir de l'empathie et il faut avoir de la patience. Attendez, tout de suite, on a décrété que l'affaire a tourné court. Mais attendez, ça fait 2 ans que la Tunisie est en révolution. Vous, les Français, vous avez mis combien de temps pour faire une république ? 70 ans. Et vous êtes passé après la Révolution française, donc vous êtes passé par la terreur, vous êtes passé par l'Empire, vous êtes passé par deux royautés, vous êtes passé par un 3e empire, le Napoléon III, etc., la Commune. Et ce n'est qu'au bout d'un siècle que vous avez installé votre démocratie. Et vous voulez que la petite Tunisie, en l'espace de 2 ans, elle réalise ce que vous n'avez pas été capable de réaliser en 50 ans. Mais je peux vous assurer que cette petite Tunisie, en 2 ans, elle a réalisé un miracle. Parce que, premièrement, le coût de la révolution a été, sur le plan humain, a été très faible. Et nous en sommes. Il n'y a pas eu de vengeance. Il n'y a pas eu de vengeance. Il y a eu en quoi, 300 morts. Il y a eu 300. C'est beaucoup, 300 morts. C'est 300 martyrs. Et il y a 300 morts et 2000 blessés. Et ensuite, une fois que la révolution a été installée, il n'y a pas eu de tribunaux du peuple. Et j'y suis pour quelque chose, ainsi que les gens d'Ennahda, etc. On a dit, nous ne voulons pas de vengeance, nous voulons, le sang a s'écoulé, les prisons ont été assez remplies, on ne fait pas de justice de vengeance, on va faire une justice transitionnelle, une justice donc pour faire la lumière sur ce qui s'est passé, une justice qui rende la mémoire à ce peuple de ce qui s'est passé, une justice où on va apprendre ce qui s'est passé pour ne pas recommencer les erreurs. Et on a laissé une contre-révolution fonctionner à ciel ouvert, qui nous attaque avec des moyens parfois extrêmement douteux, et pourtant on accepte cela. Donc là, nous sommes en train de faire non seulement nous avons fait une révolution pacifique au moindre coût humain, mais ensuite la transition, elle aussi, se fait dans une atmosphère de liberté. Les prisons ne sont pas pleines avec ce qu'on aurait appelé ailleurs les ennemis du peuple. Ça, c'est quand même quelque chose de fantastique. Ça n'a pas été fait nulle part. Je suis fier d'être tunisien parce que justement, ça se passe comme ça. Ensuite... Enfin, on vient d'apprendre tout de même la mort d'un frère de Mme Ben Ali, un Trabelsi, et son avocat dit que dans les geôles des prisons tunisiennes, l'État est coupable, le système pénitentiaire est coupable, qu'on ait laissé mourir cet homme qui a âgé de 69 ans dans la prison à côté de Tunis. Attendez, je peux vous garantir une chose, c'est que j'ai ici une commission des droits de l'homme qui suit tous les cas des dysfonctionnements, qui a le droit d'aller inspecter toutes les prisons, et qu'en tant que militant des droits de l'homme, je ne laisse pas faire des choses comme ça. Donc, restons calmes, voyons les chiffres tels qu'ils sont, et surtout par comparaison. Regardez ce qui se passe ailleurs, et vous voyez le caractère pacifique de sa transition tunisienne. Donc, la révolution, faible coût humain, la transition, très faible coût humain. Troisièmement, cette transition, contrairement à ce qu'on raconte, est en bonne voie. Nous avons achevé quasiment une constitution qui est concise et en même temps consensuelle. Elle est achevée ou elle n'est pas achevée encore? Écoutez, attendez, j'ai reçu dans ce palais, il n'y a pas très longtemps, l'ancien président portugais. Il m'a dit, nous avons mis 8 années pour faire notre transition. Nous sommes en train de faire une transition en 2 années. C'est un record. Vous n'avez qu'à aller regarder toutes les transitions et vous allez voir que c'est un record. Donc, elle est quasiment achevée. On pense qu'elle sera adoptée entre fin avril et juillet. Or, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que là, les gens sont quasiment en campagne électorale non dite, d'où les attaques féroces contre moi, mais ça, c'est la règle du jeu politique. J'aurais aimé que ça soit moins dur, mais c'est le cas. Vous êtes un peu comme le président français actuellement, monsieur le président tunisien Monsef Marzouki. Votre cote de popularité dans les sondages est très très basse, si j'en crois les chiffres que je vois, mais je sais qu'il faut se méfier en France comme ici, sans doute, des instituts de sondage. Et surtout en Tunisie, vous savez, j'ai l'habitude je peux vous assurer que ce sont des sondages téléguidés. Et d'ailleurs, à propos, quand je me suis présenté avec mon parti la dernière fois en 2011, nous étions crédités de la 7e place. Et aux élections, nous étions en 2e place. Donc, il ne faut pas du tout croire ça. Ça fait partie de la guerre psychologique, ça fait partie de la guerre politique
politico-politicienne, aller voir comment les gens me reçoivent, etc. Enfin bref, je veux pas. De toute façon, on verra aux élections. Ce que je peux vous dire, c'est qu'encore une fois, on en parlera tout à l'heure. Ce que je peux vous dire, c'est que ce processus est en bonne voie et il se fait dans un cadre tendu, dans le cadre d'une démocratie où tout le monde crie, où tout le monde parle, tout le monde gesticule. Mais c'est ça la démocratie. Voilà. Donc, n'en demandez pas trop. On ne peut pas trouver de démocratie plus vivante, même si elle est encore désordonnée et qui n'a pas trouvé encore son point d'équilibre. Et ça, je suis très fier de ce processus. Et encore une fois, cela se fait avec le minimum de violence. Laissez-moi revenir à cette sordide affaire de l'assassinat de Chokri Belaïd. Quel était l'objectif des assassins? L'objectif des assassins, c'était de mettre le pays dans un état de chaos, que les Tunisiens se jettent à la gorge les uns des autres. C'était ça l'objectif. Et je répète encore que lorsqu'il a été assassiné, je l'ai appris à Strasbourg au moment où j'allais me rendre au Parlement européen pour faire le discours, et cela m'a profondément choqué. Vous le connaissiez absolument très bien. Je l'ai reçu ici, et c'est un homme avec lequel c'était un partenaire politique. Et je me suis dit, mon Dieu, nous avons peut-être traversé un Rubicon. Donc le 7 et le 8, j'avais l'impression que le pays pouvait vraiment basculer dans la violence. Qu'est-ce qui s'est passé le 8? Il s'est rien passé. Il ne s'est rien passé parce que nous sommes un peuple sage et un pays solide. Et ces tentatives de déstabilisation de ce processus démocratique, on l'a essayé à plusieurs reprises. On l'a essayé le 23 octobre, on l'a essayé le 1er mai de 2012, etc. Et chaque fois, il ne se passe rien. C'est-à-dire, chaque fois, vous avez des forces chaotiques qui veulent plonger le pays dans le chaos. Parce que n'oubliez pas que lorsque vous faites une révolution, il y a automatiquement une contre-révolution. Ceux que vous avez dépossédés de leurs biens, etc., et qu'ils n'étaient pas une poignée, c'était des centaines de milliers de gens qui sont installés dans la bureaucratie, qui sont installés partout. Vous croyez que ces gens-là, ils vont vous pardonner? Ils vont pas vous pardonner. Et donc, ils sont là en quasiment en embuscade, et ils vous pardonnent rien, surtout dans un climat de liberté. Et vous devez faire avec. On doit faire avec parce que nous avons accepté de faire avec. C'est-à-dire, encore une fois, le pari de cette démocratie tunisienne, c'est que pas de tribunaux de peuple, pas de prisons remplies, y compris par ces gens qui ont été... Nous les laisserons à la justice transitionnelle et il y aura des procès, mais qui seront des procès légaux, visibles, devant tout le pays, etc. Donc on les a laissés fonctionner. Et ils nous portent un très très grand tort et ils sont d'une virulence absolument incroyable. Ils utilisent leurs armes. C'est par exemple ce genre de sondage auquel vous avez parlé. Ça, c'est une de leurs armes favorites pour déconsidérer les personnes. Alors, je ne vous parle pas des rumeurs, je ne vous parle pas des attaques basses, je ne vous parle pas de si c'est écrit sur les réseaux sociaux, etc. Mais on reste calme. On reste calme parce qu'on se dit, c'est ça, il ne faut pas tomber dans le piège de vouloir faire de cette révolution pacifique une révolution violente et une révolution de coups. Ça, nos amis français doivent le savoir. Et ensuite, ils doivent cesser une fois pour toutes de dire que la Tunisie est gouvernée par des islamistes. Je trouve que ce raccourci est inacceptable. Vous savez, quand j'ai déjà entendu ça, je ne vais pas vous dire quelle télévision française dans le même laps du temps, ils vont parler par exemple de la Tunisie gouvernée par les islamistes. Et puis ensuite, 30 secondes après, ils vont parler des mouvements islamistes au Mali. Je trouve que ce genre de raccourci relève de la malhonnêteté pure et simple. Il n'y a aucun rapport d'abord entre les islamistes tunisiens et les islamistes maliens, pas plus qu'il y a de rapport entre Georges Marchais et Pol Pot. Pour les gens qui sont de ma génération, ils savent de quoi je parle, peut-être pour les jeunes ils ne savent pas, mais Pol Pot c'est un criminel qui a assassiné des millions de gens, et Georges Marchais était un homme politique français, tous les deux étaient communistes. Est-ce qu'on peut les mettre sur le même plan? Est-ce qu'on peut mettre sur le même plan des islamistes démocrates modérés qui fonctionnent dans une coalition et des terroristes trafiquants? Et ce sont ces raccourcis-là qui doivent cesser. La Tunisie n'est pas gouvernée par le mouvement islamiste. La Tunisie est gouvernée par une troïka dans laquelle il y a un gouvernement de coalition, dans lequel il y a deux présidents laïcs, entre guillemets, puisqu'on va peut-être parler de cette histoire de laïcité, mais qui sont des modernistes, qui sont des militants des droits de l'homme, le président de l'Assemblée nationale et le président de la République, et avec un chef de gouvernement qui est islamiste. Donc la Tunisie n'est pas gouvernée par des islamistes, la Tunisie est gouvernée par une coalition dans laquelle il y a des partis démocrates islamiques et un parti démocrate musulman et des partis démocrates laïcs. Il faut cesser, encore une fois, de dire que la Tunisie est gouvernée par un Nada. La Tunisie n'est pas gouvernée par un Nada. La Tunisie, encore une fois, est gouvernée par une coalition. Monsef Marzouki, président de
de la République tunisienne au matin de France Culture. On le retrouve après 8h15 et puis je vous précise également que à partir de ce soir et jusqu'à vendredi, à voix nue, Monsef Marzouki par Joseph Confavreux sur France Culture à 20h. Justement, continuons sur ces thèmes-là avec le président de la République, Monsef Marzouki, président de la République tunisienne, que nous avons enregistré vendredi soir avec Gilles Gallinaro dans le palais présidentiel de Carthage, à quelques kilomètres du centre-ville de Tunis. Retour donc sur cette question qui trouble les observateurs étrangers et qui fâche les partisans les plus farouches de la laïcité en Tunisie. Eh bien oui, donc le parti islamiste Ennahda est la première force aujourd'hui du gouvernement de la coalition en Tunisie. Monsef Marzouki. Le Ennahda a eu 89 voix sur 217. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, faites le calcul, 217 moins 89, ça veut dire que la majorité de l'Assemblée constituante n'est pas Ennahda. Mais ça veut dire que Ennahda est le premier parti. Alors qu'est-ce qu'on fait quand on est dans cette situation-là? On bloque le pays ou on fait un gouvernement d'union nationale? Nous avons fait un gouvernement d'union nationale et nous l'avons fait sur des bases extrêmement précises. D'ailleurs, ces bases ont été mises en place à Aix-en-Provence en 2003. À l'époque, j'avais réuni tous les partis politiques. Au fond, la préfiguration de la Troïka. Bien sûr. Mais justement, c'est intéressant. Comment expliquez-vous qu'effectivement il y ait des commentaires et des critiques qui vous sont adressés en disant finalement Marzouki pactise avec Ennahda, alors qu'au fond, tout de même, si on regarde un peu votre histoire de militant des droits de l'homme et puis du militant politique que vous êtes devenu, les réunions avec les opposants, les réunions avec a priori les adversaires ont eu lieu bien avant la Révolution. Et notamment cette fameuse date d'Aix-en-Provence en 2003. En mai 2003. En mai 2003, à l'époque, la dictature était à son top. Personne n'y pouvait imaginer un seul instant qu'elle pouvait disparaître par une révolution. À l'époque, j'avais rassemblé à Aix-en-Provence, c'était un peu le Saint-Égidio tunisien, dans un cloître d'ailleurs, et nous avons travaillé pendant pratiquement 48 heures jour et nuit pour dire, voilà, ce pays appartient à tous les Tunisiens, appartient à tous les opprimés, à tous les exilés. Est-ce qu'on peut faire un front commun anti-dictature, anti-corruption? Le problème n'est pas l'idéologie. Le problème, c'est que nous avons le pays gouverné par des mafias qui sont en train de saigner le pays. Est-ce qu'on peut se mettre d'accord sur un certain nombre de principes? Et nous avons eu des gens en face des islamistes, ils ont dit, nous sommes prêts à travailler avec vous à condition que vous reconnaissiez, vous les laïcs, que ce pays est un pays arabo-musulman et qu'on doit garder cette... On a dit, ok, ça ne nous pose aucun problème. Mais on leur a dit, vous, est-ce que vous acceptez que nous n'allons pas mettre en place un régime islamiste, nous n'allons pas mettre une théocratie, nous allons mettre en place un État civil, un État qui reconnaisse les droits humains, qui reconnaisse l'égalité de l'homme et de la femme. Ils ont dit oui. Qui conserve ce qu'on appelle les fameux grands acquis de Bourguiba. Absolument, absolument. Et ils ont signé, nous avons signé un pacte. Et c'est ce pacte-là que nous avons pu mettre... mais alors certains n'y croient pas, Monsieur le Président. Pardon de vous interrompre, mais certains n'y croient pas. Certains disent Marzouki s'est allié avec Ennahda, Ennahda joue un double jeu et un jour ou l'autre voudra conquérir le pouvoir pour instaurer une charia, un État islamique. Et ça, c'est leur doxa. Ils sont prisonniers de leur doxa. Vous savez, il n'y a rien de pire qu'une doxa. Il n'y a rien de pire qu'une vision idéologique fixe. Ce que la vie m'a appris, c'est la complexité. La complexité et la dynamique. Si on ne prend pas en considération ces deux paramètres, on ne comprend rien à la vie ni à la politique. Donc, la complexité, le spectre islamiste est complexe. Il va de l'extrême droite à une gauche. Et il a un centre. Et je peux vous garantir que ça se déteste en famille plus que vous croyez. Que par exemple, que les salafistes djihadistes, Ennahda, ce sont des traîtres. Ce sont des islamistes light. Et ils les considèrent comme des traîtres. Ils n'acceptent pas qu'ils fonctionnent dans une coalition avec des laïcs. Donc c'est un spectre très large. Comme je dis toujours, il va d'Erdogan aux talibans. Ensuite, ce spectre est en mouvement permanent. C'est-à-dire qu'il y a des islamistes qui ont adhéré aux droits de l'homme progressivement, difficilement et péniblement dans les années 90, parce que nous, les laïcs à l'époque, les militants des droits de l'homme, nous sommes mis à leur côté. On a dit, nonobstant l'idéologie, les différences idéologiques, quand il s'agit de torture, il n'y a pas d'idéologie qui joue. Et donc, nous avons fait d'une certaine façon leur apprentissage à la démocratie, aux droits de l'homme. Progressivement, ce sont des gens qui beaucoup ont vécu en Occident. Ils ont vu fonctionner, ils ont compris notre logique. Et progressivement, il y a eu une espèce d'osmose. Et cette osmose est absolument nécessaire. C'est un pays, tous les pays arabes
tous, sans exception, ne peuvent pas être gouvernés ni par les laïcs seuls, ni par les islamistes seuls. Parce que c'était des sociétés profondément divisées. Il y a une partie importante de la population qui est une partie conservatrice et une partie tout aussi importante de la population qui est quasiment occidentalisée, parfois occidentale. Et ces deux composants de la société, de deux choses l'une, où ils trouvent un moyen de vivre en commun, ou c'est la guerre civile. C'est la dictature d'une partie sur une autre partie de la population. Ce qu'a fait Ben Ali, c'était quoi? C'était la dictature de cette frange dite laïque et qui a fait comme si les islamistes ne pouvaient pas exister. C'est un pays profondément religieux, comme tous les pays arabes. C'est un pays dans lequel la religion joue un rôle important dans l'identité, dans la vie quotidienne, etc. Et les gens ne peuvent pas s'imaginer tunisiens sans être musulmans. C'est une caractéristique de cette population. C'est pas comme ça que ça se passe en France, d'accord, mais c'est comme ça que ça se passe en Tunisie. Et d'ailleurs, permettez-moi de dire que c'est comme ça que ça se passe dans la quasi-totalité des pays du monde. Donc on ne peut pas transposer la doxa et je dirais la façon de voir française à la Tunisie. Donc c'est un pays où il y a une importante population enraciné. Et en même temps, ce pays est extrêmement ouvert. Au sein même de cette société traditionnaliste, etc., il y a une soif de modernité. Ce ne sont pas des réactionnaires, ce sont des gens qui ne peuvent pas se passer d'ordinateur, de portable, etc., etc. Et en même temps, vous avez des gens qui sont très occidentalisés, etc., mais qui sont obligés de considérer que ce pays est un pays aussi qui a une tradition musulmane. Donc toute l'astuce, et c'est là l'expérimentation tunisienne, c'est de dire, au lieu de... En tout cas, au moins pour cette période transitoire, au lieu de nous affronter les uns les autres, parce qu'il faut bien comprendre une chose. Si nous voulons un système politique qui soit purement laïque, qu'est-ce qu'on fait de la fraction musulmane? Oui, vous dites dans le livre qu'on ne peut pas jeter tous les gens à la mer. On ne peut pas jeter les opposants à la mer. On ne peut pas jeter la moitié de la population tunisienne qui est musulmane, etc. On ne peut pas la jeter à la mer. Et les musulmans, islamistes, etc., ne peuvent pas jeter la moitié de la population tunisienne à la mer en leur disant allez retourner en France, c'est votre mère patrie. Donc qu'est-ce qu'on fait? On est obligé de faire coexister ces gens et on ne peut les faire coexister que sous la bannière des droits de l'homme. Moi, je suis, si vous voulez, je suis... Donc, je rappelle, vous avez été un grand militant pendant de très longtemps. Moi, si vous voulez, la bannière qui va réunir tout ça n'est ni la laïcité, ni même la démocratie, c'est les droits de l'homme. Du coup, M. Marzouki, Monsieur le Président, du coup, quand même, on voit bien, et je ne sais pas si ça vous pose un problème ou comment vous pensez le résoudre, du coup, on voit bien que c'est sur, je dirais, votre gauche laïque que vous êtes le plus critiqué. C'est-à-dire que c'est sur le camp qui, au départ, était d'ailleurs le vôtre, homme de gauche et laïque, que l'on vous fait les plus vifs reproches. Et du coup, vous les ménagez pas. Vous parlez d'intégrisme laïque. Et on sent que la querelle, et ce qui surprend certains, est plus forte avec ce camp-là qu'avec le camp de ceux qui, a priori, seraient vos adversaires, à savoir les religieux de la Narda. Je suis attaqué sur les deux flancs. Je suis attaqué sur mon extrême droite. Les salafistes me traitent de tous les noms. Bien sûr, les salafistes. Les salafistes dans les mosquées ont prétendu que je suis un athée et mon sang etc. Donc, je suis attaqué sur les deux extrêmes. Et moi, je n'arrête pas de dire que ce pays, encore une fois, ne peut être gouverné que par un consensus et au centre. C'est aux extrêmes d'accepter que de venir au centre. C'est pas moi d'accepter les extrémismes des uns et des autres. Ma fille me reprochait l'expression d'extrémiste laïque. Elle m'a dit oui, papa, tu exagères. Et vous les provoquez. Attendez, non, attendez. Elle m'a dit les extrémistes religieux, parce que ma fille est extrêmement laïque et elle me fait beaucoup de critiques. Donc elle me dit, je dis non, chez les uns c'est la violence physique et chez les autres c'est la violence verbale. Aujourd'hui la violence verbale exercée par un certain nombre, c'est le rejet de l'autre. Moi, encore une fois, je suis un militant des droits de l'homme. Je crois qu'il faut que les gens s'acceptent les uns les autres. Je ne peux pas accepter, je ne peux pas tolérer que des groupes fustigent ou stigmatisent un autre groupe sous prétexte qu'ils ne partagent pas ses opinions politiques et idéologiques. Je dis que nous avons aujourd'hui une grande bataille qui est une bataille sociale et économique, sortir des 2 millions de Tunisiens de la pauvreté. Nous devons faire ce pays, vivre ce pays avec le maximum de garanties pour les uns et les autres et chacun garde son idéologie pour lui. Alors, à condition que, comme c'est le cas pour l'instant, on n'inscrive pas la charia dans la Constitution, que l'on n'ait pas mis le mot complémentaire, que la question de l'égalité des hommes et des femmes reste intacte, sans adjectif, sans adverbe, sans qualificatif particulier. C'est ces conditions-là que vous demandent les représentants laïcs, et notamment cet extraordinaire mouvement de femmes. Qui a obtenu ça? Mais qui a obtenu ça? La charia. Mais c'est moi qui me suis formellement opposé.
Et dans le cadre, justement, parce que nous sommes dans une coalition, on a dit, la coalition ne fonctionnera pas si vous mettez ça. Qu'est-ce qui a fait pression pour qu'on enlève le mot complémentaire et dire que l'égalité, c'est l'égalité, point à la ligne? Oui. Eh ben, c'est nous, les représentants de ce courant. Et c'est ça le paradoxe, c'est que les laïcs, de façon générale... Et c'est dans le marbre, ça ne changera pas. Ça ne changera pas. Les laïcs doivent comprendre que nous sommes... Moi et Moustapha Jaafar, pour parler de personne, mais évidemment les courants politiques que nous représentons, nous sommes les véritables garants et les défenseurs de toutes ces valeurs de liberté, d'égalité, etc. Et nous sommes d'autant plus les garants de cela que nous pouvons les obtenir sans guerre civile, sans violence, parce que nous sommes dans le dialogue permanent avec l'autre camp. Hors de cette politique, il n'y a que l'affrontement et ils n'obtiendront rien. C'est parce que nous sommes dans cet endroit, parce que nous sommes dans le pouvoir et parce que nous sommes déterminés à défendre ces valeurs tout en discutant avec l'autre parti, nous sommes les véritables garants. Et le jour où les laïcs ou les modernistes, ou appelez-le comme vous voulez, ou les classes bourgeoises comprendront cela, ils vont complètement changer d'opinion. Aujourd'hui, ils sont travaillés par beaucoup de peur. La peur. Le problème, c'est la peur. Et il faut revenir au fameux slogan « N'ayez pas peur ». Les Tunisiens n'ont pas à avoir peur. Nous sommes décidés à faire deux choses. À sortir 2,5 millions de Tunisiens de la pauvreté, parce que c'est ça le combat fondamental. C'est un de vos programmes, un de vos objectifs à 4 ans 5 ans. 5 ans. Et nous sommes décidés... Je dis toujours qu'il y a deux Tunisies. Une Tunisie qui a peur pour son niveau de vie et une Tunisie qui a peur pour son mode de vie. Alors ça c'est très intéressant, ce que vous écrivez dans le livre. Quel est ce distinguo-là entre le niveau de vie et le mode de vie, et comment justement faut-il faire le joint, Monsieur Marzouki? Le niveau de vie, c'est que dans le développement social et économique dans lequel les gouvernements dits laïcs ont été responsables, c'est qu'on a laissé tomber pratiquement la moitié du pays qui est resté en marge. Et contrairement à ce qu'on croit, la pauvreté n'est pas du tout dans le nord-ouest et à l'intérieur du pays. Il y a une ceinture de pauvreté autour de la ville de Tunis. Cet après-midi, j'ai reçu, à midi, j'ai reçu à déjeuner des gens venus d'un quartier qui s'appelle Sidi Hassine. Mais c'est effrayant, le niveau de pauvreté qu'il y a autour de Tunis. Ce sont quasiment des bidonvilles en dur. Les conditions de vie sont extrêmement dures. Donc c'est ça le problème. Le problème, la corruption a assaini le pays. La corruption, les trafics au niveau de la douane, les gens qui ne payent pas d'impôts, etc. ont saigné littéralement le pays. Et ça ne s'est pas arrangé, dites-vous, et le regrettez-vous, dans les classements de niveau de la corruption, et vous dites, bon, c'est quelque chose, évidemment, là, que tout président de la République que vous êtes est un casse-tête, et que ça ne règle pas. C'est un traitement à très long terme, mais de toutes les façons, au moins, nous avons arrêté un poste de la corruption, qui est la corruption de chef de l'État, de la famille du chef de l'État, etc. C'est déjà pas mal. Donc, nous voulons utiliser maintenant toutes les ressources pour le développement de ce pays, pour le développement de ces régions. Et en même temps, nous sommes tout à fait conscients qu'il y a une Tunisie, qui est une Tunisie moderne, qui fonctionne bien, une classe moyenne, etc., et pour qui l'obsession, eux, c'est leur mode de vie. Ils ne veulent pas de voir un jour des tribunaux islamiques, ils ne veulent pas de la charia, ils ne veulent pas qu'on les empêche de prendre un verre d'alcool, ils ne veulent pas qu'on mette le tchador à leurs filles, etc. Mais ça, on leur dit, mais ne vous en inquiétez pas, nous sommes là pour cela. Donc moi, mon métier, c'est de défendre à la fois le mode de vie, parce que c'est le mien, parce que c'est le mode de ma famille, de ma femme, de mes filles. Et donc, ils n'ont pas à craindre. Nous sommes les garants de ce mode de vie et en même temps, nous voulons développer ce pays. Si l'expérience démocratique tunisienne arrive justement à changer le niveau de vie et à maintenir le mode de vie, elle aura gagné son pari. Mais alors, qu'avez-vous, cela dit, à craindre le plus, Monsieur le Président? Est-ce que ça n'est pas le contexte économique et l'environnement régional d'un côté? Le contexte économique parce que la crise, chez vous comme ailleurs, sévit, et que si, au fond, des résultats économiques ne s'améliorent pas, si le chômage, on sait qu'il y a encore, et après Mohamed Bouazizi, de jeunes gens désespérés qui s'immolent par le feu, il y en a eu un encore il n'y a pas très longtemps, et il paraît-il, il y en a plus qu'on ne le dit, nous, dans les médias, et que la désespérance vis-à-vis de, notamment une classe à la fois très pauvre, mais une autre diplômée, prête à travailler et qui ne trouve pas de travail, ces populations-là seront un jour
excéder et peut-être rejetteront et le président que vous êtes, j'allais dire, à la démocrate chrétien Marzouki, comme les social-démocrates. Oui, non, parce que je vous avais dit, parlons de la démocratie chrétienne pour... Mais ça, c'est pour Ennahda. Ennahda peut être comparé à un parti démocrate. Moi, je pourrais comparer à un social-démocrate. Mais on voit bien aussi que même si Ennahda a une majorité relative, la population aujourd'hui, d'après ce que l'on peut sentir quand on arrive et qu'on discute, Ennahda est rejetée également parce qu'au fond, elle a l'air de ne pas se montrer extrêmement compétente dans surtout le règlement des questions, notamment économiques et sociales de ce pays. Alors, attendez, le premier problème dans ce pays, c'est d'en finir avec cette phase de transition. Il faut nous expliquons du matin au soir aux gens que si le pays était dans cet état exsangue des espérances économiques, c'est parce que le système politique qui commande tout, qui est l'équivalent du cerveau pour une société, que ce système était complètement pourri. Et qu'aujourd'hui, il est important de créer un système politique qui soit aussi stable, aussi solide que possible, parce que c'est sur ce système politique qu'on peut tout construire. Et que 2 ans dans la vie d'un pays pour construire un système politique, une bonne constitution, des bonnes institutions, des bonnes habitudes politiques, des institutions de lutte contre la corruption, une justice indépendante, etc., ça c'est la base fondamentale du développement économique. Les gens sont en train de le comprendre. Et je peux vous dire une chose, c'est que pendant ces 2 années-là, on n'a pas croisé les bras. Ici, dans cette maison, on a développé toute une approche donc de l'économie de base que nous avons empruntée à nos amis brésiliens. Nous sommes en train de... Vous êtes un admirateur de Lula, hein, oui, je suis un altermondialiste chevronné. J'espère que ce n'est pas encore une lubie, parce que j'en ai eu beaucoup dans ma vie. Mais en tout cas, je crois au développement. Donc, n'oubliez pas que moi, je suis un homme de la santé publique aussi. Donc, j'ai beaucoup travaillé dans les villages, etc. Donc, de par ma formation et de par mes origines sociales, je suis extrêmement attaché à cette espèce d'économie basée sur le travail des petites gens, etc., que nous sommes en train de développer. Donc ici, dans cette maison, ça fait depuis 2 ans que nous développons une réflexion très approfondie sur les mécanismes de lutte contre la pauvreté. On a imaginé d'autres expériences, etc. Donc on est en train de travailler à la fois à la mise en place d'un système politique sain, et en même temps, nous sommes en train de mettre en place toutes les alternatives à un développement économique. D'ailleurs, je dis toujours qu'avec mon problème avec mes amis d'Ennahda, c'est pas du tout les histoires d'idéologie. Les gens sont toujours dans des fantasmes. Ils en sont toujours à des problèmes, à des faux problèmes, le tchador, la charia, etc. C'est pas ça les problèmes qui se posent. Les problèmes qui se posent, c'est les modèles économiques. Ennahda est un parti libéral, c'est un parti conservateur libéral. Moi, je suis un social-démocrate, je suis un altermondialiste. Donc il y a des frictions sur le développement économique, etc. Mais nous sommes en train d'expérimenter la cohabitation, les difficultés des uns et des autres, et nous espérons que dans quelques mois, nous allons aller au pays, nous allons proposer soit un programme commun, soit des programmes divisés, variés, et le pays va trancher. Et à ce moment-là, la phase sera terminée, et on pourra passer au développement réel qui s'amorce. Vous me dites que c'est la crise, mais la Tunisie, n'oubliez pas que la Tunisie, en 2011, elle était à moins 2,7 de croissance, et elle est actuellement à plus 3,6. Et le gouverneur de la Banque centrale est formel. Dès qu'on aura fini cette phase de transition, on fera du 6%. Pourquoi ? Parce que la Tunisie est un... J'en connais quelques-uns qui aimeraient beaucoup avoir ce genre de chiffres inscrits à leur calendrier. Oui, absolument. Donc nous tablons à partir de l'année prochaine, très rapidement, sur des chiffres de 6% de croissance. Parce que nous avons quand même une population éduquée, parce que tout le monde veut l'expérience. Ça aussi, c'est une carte extraordinaire dans les mains de la Tunisie, c'est que nous n'avons pas d'ennemis. Tout notre environnement, que ce soit nos relations avec la Libye, avec l'Algérie, avec l'Europe, avec les pays du Golfe, etc., sont d'excellentes relations. Et tout le monde est conscient que cette petite Tunisie doit réussir, parce que sa réussite, ça veut dire la stabilisation du pays, ça veut dire la stabilisation de la région. Qu'elle aurait une valeur d'exemple ? Une valeur d'exemple. Y compris par rapport aux grands voisins égyptiens. Absolument, absolument. Et donc, nous avons l'impression que, mon Dieu, jamais je n'aurais pu croire que la Tunisie pouvait avoir un rôle aussi important. Nous sommes véritablement le laboratoire d'une démocratie arabe. Et tout le monde le sait, et tout le monde... Différente de l'expérience turque ? Ou s'en rapprochant. On a beaucoup entendu dès le départ des révolutions arabes que l'idée, au fond, le modèle des révolutionnaires tunisiens et égyptiens, c'était de regarder au fond le modèle turc avec l'AKP. C'est un modèle tunisien. C'est un modèle tunisien parce que, par exemple, l'AKP est sur le plan politique, ils n'ont pas ce gouvernement d'union nationale que nous avons. Nous sommes en train d'inventer littéralement un modèle tunisien.
qui correspondent à nos besoins, qui correspondent à la nature de notre société. On ne prétend absolument pas à l'exporter, mais je crois qu'une Tunisie démocratique, stable, serait quelque chose de tout à fait positif dans cet ensemble de chaos dans lequel vit actuellement le monde arabe, et qui est un chaos de recréation. Il ne faut pas oublier que maintenant le monde arabe est rentré dans une phase convulsive où on est en train de détruire l'ancien système politique, c'est fini, c'est terminé, les dictatures à la papa, etc., tout ça c'est terminé, et aujourd'hui on expérimente partout, l'Égypte expérimente, même la Syrie expérimente malheureusement cette chose terrible, c'est le prix de la destruction d'une dictature. En tout cas, l'ensemble du monde arabe est en effervescence, en recréation, et la Tunisie pour le moment est le pays qui s'en tire le mieux et qui est en train d'avancer, d'où l'importance de sa réussite. Je me souviens être arrivé à Tunis 3 ou 4 jours après le départ de Ben Ali, Monsieur Marzouki, et d'entendre des Tunisiens me taquiner en tant que Français en disant ah, vous aimez notre révolution, ah, vous nous citez un exemple, vous êtes enthousiaste avec nous, pourquoi n'effacez-vous pas d'autres dettes pour nous aider? Bon, on voit que l'Allemagne a fait un geste très important à votre égard en transformant, en n'effaçant pas la dette, en la transformant pour justement développer entre autres vos projets d'économie solidaire. La France, où en est-on? La France, on fait des propositions. J'en ai déjà parlé à François Hollande, que j'ai rencontré à 3 ou 4 reprises. Le courant passe très bien entre nous deux. Qu'ont fait les Allemands? Vous nous expliquez juste un petit peu ce système qui est de transformation au fond. Les Allemands, nous leur devons 150 millions d'euros. Voilà. Donc c'est pas grand-chose. Ouais. On doit aux Français pratiquement 10 fois plus. Oui. Un peu moins. Mais eux, ils ont accepté que 60 millions d'euros, pratiquement le tiers de la dette, soit transformé en projet. C'est-à-dire qu'au lieu de leur rembourser cet argent, eh bien, nous l'utilisons pour le développement des régions. Et ça, c'est quand même une bouffée d'oxygène. Alors vous me dites, les Français, ils ont leurs propres problèmes économiques, etc. Sauf que pour eux, la dette, c'est quand même une goutte d'eau, alors que pour nous, c'est un lac. Hein. Donc, goutte d'eau, lac. Et moi, j'espère que les Français nous aideront aussi, parce qu'il y va aussi à la fois de leur intérêt stratégique, économique, culturel, etc. Parce que je ne vous cache pas, il y a eu, après les histoires d'Alio Marie, après quelques déclarations malencontreuses par ici, un sentiment je dirais pas de francophobie, mais un sentiment comme ça. Puis n'oubliez pas, il y a un phénomène de génération aussi. Ma génération à moi est francophone, francophile, parce que nous avons été, etc. Les jeunes générations ne connaissent pas la France. Ils n'y sont pas allés, on leur a interdit d'y aller, pas moyen d'avoir un visa, donc ils ne connaissent pas. Pour eux, c'est un pays étranger. Pour moi, la France, c'est pas un pays étranger. Mais pour les nouvelles générations, donc il va falloir quand même que les Français gagnent le cœur des nouvelles générations. Et ça, c'est une excellente façon de les gagner. Alors vous faisiez allusion, et je voudrais, pour qu'on puisse terminer cet entretien, vous faisiez allusion notamment à la Syrie, et je voudrais que vous nous expliquiez, vous avez un grand projet qui serait aussi, au fond, que la Tunisie soit aujourd'hui le fer de lance, comme l'avait voulu en son temps Kadhafi en Libye, mais le fer de lance d'une union arabe qui non seulement soit davantage sur un modèle presque d'union européenne, et en plus vous dites on a un avantage, nous on s'est jamais vraiment battu entre nous, et qui en plus de cela pourrait regarder non plus trop vers le nord mais aussi vers le sud, c'est-à-dire qu'une union arabe qui aurait un discours à destination de toute l'Afrique. Alors, utopie, projet qui n'arrivera jamais, ou quel est le moteur que vous avez envie d'enclencher pour décider ce que vous décrivez dans le livre? L'unité arabe, c'est un vieux rêve. Ça fait un siècle que les Arabes rêvent de constituer un grand ensemble dans lequel ils retrouveraient leur dignité, leur puissance, leur prestige d'antan, etc. Et ce rêve a été toujours brisé. C'est-à-dire toutes les tentatives n'ont jamais fonctionné. Pourquoi? Parce que le fantasme ou la doxa, c'était le modèle bismarckien. C'est-à-dire qu'il y allait avoir un chef qui va aller jouer le rôle de Bismarck et puis un État qui va jouer le rôle de la Prusse. Et alors, ça a été Nasser, ça a été Saddam Hussein, ça a été Kadhafi, se rêvant dans les bottes de Bismarck, l'Égypte jouant le rôle de la Prusse, et puis ensuite, bon, et ce modèle a totalement dysfonctionné. Je veux dire que tout ce que ça a apporté, c'est la guerre, c'est la misère, c'est des pays enfermés les uns les autres. Aujourd'hui, avec les révolutions arabes, on va voir s'installer des démocraties. Or, les démocraties, ça obéit aux injonctions profondes des intérêts du peuple.
Et aujourd'hui, pour nous, par exemple, on va parler petit, on va parler du Maghreb. Le Maghreb est une nécessité. La Tunisie ne peut pas se développer en Tunisie. La Tunisie a besoin de s'ouvrir sur l'Algérie et sur la Libye. Les régions les plus pauvres et les plus sous-développées dans notre pays, ce sont les régions frontalières des deux pays, parce que justement ces frontières constituent un barrage pour le développement social et économique. Et ça, tout le monde le sait. Donc très progressivement, je pense que le fait que dans les pays du Maghreb, au moins, il y ait des démocraties qui sont sensibles aux volontés du peuple, progressivement, on va s'ouvrir. Et là, nous avons un très bon exemple qui est effectivement l'Union européenne. Entre parenthèses, vous allez remarquer que l'Union européenne n'a pu se réaliser qu'à partir du moment où les dictatures ont été vaincus. On n'aurait pu jamais imaginer une union entre le fascisme, le nazisme et puis ensuite le pétainisme, je ne sais pas quoi. Et en ce moment, on ne peut pas dire que l'idéologie européenne soit vraiment portée au nu, si vous êtes attentif à l'actualité. Vous avez tort, parce que c'est certainement la chose la plus belle et la plus miraculeuse qui a été faite par les peuples européens, parce que ce sont des peuples dont les langues sont différentes, parfois les religions sont différentes, et malgré tout, ils ont fait cette chose extraordinaire que je leur envie beaucoup, alors que nous sommes dans la même religion, même langue, etc., et on n'arrive pas à le faire. Mais encore une fois, les dictatures empêchaient ça, parce que les dictatures ne s'unissent pas, les dictatures s'excluent, et chaque dictateur considérant que son pays comme son précaré, n'acceptant de céder pas la moindre le pouce de pouvoir à l'autre. Mais avec des démocraties, oui, le projet du Maghreb va être possible, et plus tard, peut-être cette union arabe, mais qui n'aurait rien à voir avec l'union telle qu'elle a été vous n'allez pas refaire du remake de Kadhafi, quoi. Absolument pas. C'est tout le contraire. D'ailleurs, l'échec de cet homme, ça peut pas marcher. Mais par contre, une union de peuples libres et d'États indépendants, avec des frontières ouvertes, avec un espace économique, etc., c'est quelque chose de tout à fait possible. Et ce serait la chance de l'Europe, parce qu'encore une fois, nous appartenons au même ensemble. Aujourd'hui, si vous regardez la planète, vous avez de très très gros ensembles qui sont la Chine, l'Amérique latine, etc. Et toute cette région euro-méditerranéenne, elle est intégrée depuis 3000 ans par toutes sortes de contacts. Et aujourd'hui, nous allons avoir la chance d'avoir des deux côtés de la Méditerranée des pays partageant le même type de régime, les mêmes valeurs. Ça s'est jamais passé durant l'histoire, et c'est vraiment la chance et de l'Europe il faut dire qu'à chaque fois qu'il y a des projets, ils tombent plus ou moins à l'eau, sans faire de mauvais jeu de mots. On se souvient du projet d'Euroméditerranée de Nicolas Sarkozy qui finalement... Oui, mais là, excusez-moi, c'était du folklore. Déjà à l'époque, j'avais dit ça peut marcher. On fait pas d'union entre des démocraties et des dictatures. Ça n'a pas de bon sens. Mais par contre, aujourd'hui, qu'il y a des démocraties, qu'il va y en avoir de plus en plus sur la rive sud de la Méditerranée, oui, ça devient un projet réaliste. Deux mots sur l'actualité, là aussi internationale et régionale à la fois. Comment, au fond, observez-vous, et vous pouvez sans doute avoir la dent dure, mais la situation syrienne, avec le fait que justement la France, au début du printemps arabe, a accompagné en applaudissant les mouvements tunisiens, libyens, n'en parlons pas, et égyptiens, et aujourd'hui il y a ces polémiques, ces grands débats d'opposants, de rebelles et révolutionnaires syriens dépités de ce que, à cause du veto, notamment russe et chinois, l'aide militaire ne soit jamais parvenue aux rebelles syriens, que nous rentrons dans la troisième année, on attaque la troisième année de la guerre en Syrie, et que rien ne se passe. La leçon syrienne doit être entendue de la façon suivante. Le message, enfin, si vous voulez, la seule leçon de cette malheureuse, de cette tragédie terrible, c'est: nous allons détruire l'ancien système politique arabe, quel que soit le prix, y compris le prix syrien. Parce qu'en fait, c'est ça, là. C'est que nous avons payé pratiquement rien. La Libye a payé plus, l'Égypte a payé plus ou moins, la Syrie paye beaucoup. Aujourd'hui, le message, c'est que nous allons détruire l'ancien système politique arabe, quel que soit le prix. Ce prix est prohibitif, mais à mon avis, la chute du régime Assad, c'est une question de temps. Et ensuite, l'autre message, c'est l'ancien régime sera détruit, soit à la manière tunisienne, pacifique, etc., soit par la plus grande violence. Et ce message-là, c'est ce que tous les États qui n'ont pas encore fait leur transformation sont en train d'absorber. Et c'est ce que j'ai dit lors du dernier sommet arabe. J'ai dit, il faut maintenant se lancer dans les vraies transformations pour ceux qui ne sont pas encore allés, parce que ça sera fait soit au prix tunisien, mais au prix syrien, mais ça sera fait. Donc ça, c'est la
première leçon. La deuxième leçon... Mais plutôt au prix syrien, pardon. Oui, mais quel que soit le prix, il sera fait. Le système politique arabe ancien a vécu. C'est-à-dire la dictature de papa, la corruption, le parti unique, les services de renseignement, les geôles pleines de prisonniers politiques, c'est fini. Alors, la question, c'est qu'est-ce qui va... ça va déboucher sur quoi ? Il faut bien comprendre que nous avons ce danger salafiste qui est en embuscade. Et il faut bien comprendre c'est au nom de cela que la France dit, par exemple, les pays européens disent qu'il ne faut pas armer les rebelles syriens parce qu'en fait on armera une fois de plus les islamistes radicaux et salafistes. Oui, sauf que moi j'ai longuement discuté avec mes amis syriens que j'ai vus donc à Doha pour le sommet arabe. Je leur ai dit quel est l'état des forces. Ils m'ont dit de 1 à 10, c'est-à-dire que les armées, enfin l'armée syrienne libre qui est démocratique, laïque, etc., 30 000 personnes. Les salafistes, 3 000. Et l'essentiel du travail est fait par l'armée syrienne libre. Mais permettez-moi de revenir sur quelque chose d'important. Dans l'ancienne doxa occidentale sur les révolutions arabes, s'il y a révolution, elle sera forcément islamiste, djihadiste, et par conséquent, il faut pas, à la limite, il faut maintenir les dictatures telles quelles. Aujourd'hui, on continue dans le même type de raisonnement faux, n'aidant pas la Syrie, parce que cela pourrait donner des armes aux djihadistes. Mais il faut bien savoir que le principal perdant, après la dictature évidemment des révolutions arabes, ça a été ce courant djihadiste islamiste. Parce que eux aussi croyaient dur comme fer que c'est eux qui allaient hériter des dictatures. Or, ils ont été, y compris l'islamisme non radical, ils ont été totalement surpris par ces révolutions arabes qui se sont révélées être des révolutions sociales, démocratiques, et où, ici, en tout cas ici en Tunisie et même en Égypte, on n'a pas brandi une seule revendication de type religieux. Et donc, ils se sentent floués par ces révolutions, et elles en sont, ces mouvements sont véritablement les ennemis de ces révolutions, parce que elles se sentent littéralement hors course, hors propos, hors sujet. Donc, et si elles sont hors course, hors propos, hors sujet, c'est pas par hasard. C'est parce que nous avons des sociétés qui sont complexes, des sociétés qui sont déjà des sociétés démocratiques en ce sens où la liberté d'expression existe, mais elle était entravée, la liberté d'association existait, mais elle était entravée, etc. C'est la dynamique sociale elle-même qui fait que les révolutions arabes ne pourraient être que des révolutions démocratiques et des révolutions sociales. Et donc, cette peur de la récupération, que ça va devenir un univers islamiste, encore une fois, relève du fantasme. Merci, Monsieur le Président de la République, Moncef Marzouki. Je rappelle l'invention d'une démocratie, les leçons de l'expérience tunisienne, c'est publié à La Découverte. Vous avez d'ailleurs une fois de plus réussi à déclencher cette fois la colère des éditeurs tunisiens qui vous reprochent de ne pas l'avoir édité ici. J'ai vu ça dans la presse. Non, mais c'est une mauvaise, on me fait beaucoup de mauvaises querelles parce que, figurez-vous, d'abord, c'est la maison d'édition qui m'a demandé de faire ce livre. Ça a été donc demandé. Deuxièmement, l'éditeur a demandé à 2 éditeurs tunisiens, dont je ne citerai pas le nom, de l'éditer ici, et ils ont refusé parce qu'ils appartiennent à ce groupe qui ne m'aime pas beaucoup. L'éditeur a fini quand même par trouver un éditeur tunisien qui a accepté, et donc ce livre sera disponible aux Tunisiens comme en France. Merci. Et puis je rappelle bien sûr que on vous retrouve toute la semaine avec Joseph Confavreux pour Les Avoix Nus sur France Culture de 20h à 20h30. Merci. Si vous le permettez, nous suivrons cette actualité, votre actualité, et nous reviendrons, qui sait, peut-être dans ce palais ou ailleurs la prochaine fois, mais vous savez qu'à France Culture, on suit cette actualité tunisienne qui nous passionne. Juste une chose qui me fait sourire, c'est quand vous dites au fond, dans ma vie, j'ai pas de chance, j'aurais été toujours entouré de policiers en tant qu'opposant, et maintenant en tant qu'opposant. Ça fait 20 ans qu'ils sont derrière moi. Alors avant, ils avaient peur de moi, maintenant ils ont peur pour moi, mais le résultat est toujours le même.